Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout particulier dans ce qui concerne tout ce qui est reconnaissance et génération d'images, c'est un peu partout autour de nous, et c'est en plus dans les actualités. Que ce soit par exemple utilisé par Google lorsque une image est postée sur l'internet, afin de pouvoir identifier en quoi consiste l'image qui vient d'être postée, de lui attribuer quelques petites étiquettes, et de ensuite la restituer lorsque quelqu'un va rechercher avec des termes similaires les images, comme par exemple ici avec la tour Eiffel. Que ce soit dans des forums de discussion en ligne, avec par exemple Facebook, qui va l'utiliser pour détecter des images, des vidéos, etc., à caractère potentiellement haineux, raciste ou autre, et les supprimer avant même qu'elles puissent atteindre des utilisateurs. Que ce soit encore peut-être un peu plus futuriste, avec des voitures qui seraient capables de reconnaître ce qui se trouve en face d'elles, et de détecter soit panneaux de circulation pour adapter leur conduite, soit éventuels obstacles pour les éviter. Mais également plein d'autres exemples, par exemple avec DALL-E et de la génération d'images, avec de la reconnaissance de plantes comme PlanteNet, ou même encore au niveau gouvernemental, avec par exemple la Chine qui utilise énormément la reconnaissance d'images pour pouvoir suivre les citoyens dans la rue, voir ce qu'ils font et éventuellement détecter des potentiels crimes. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Mais c'est un peu dur de, là comme ça, comprendre comment est-ce que fait un code pour, à partir d'une simple image, savoir ce qui se trouve dessus, ou au contraire, à partir d'une simple description, réussir à dessiner quelque chose. Comment est-ce que l'IA elle fait au final? Quels sont les systèmes qu'il y a derrière tout ça? Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Doyon, je travaille à Bedrock Streaming, et aujourd'hui je vous propose qu'on tente de voir tout ça. Si vous avez besoin de suivre les diapos directement en live, il y a un petit QR code ici, il sera également présent à la fin si vous voulez les revoir chez vous. Ça sera également utile si plus tard je apporte des modifications à ces diapositives, par exemple en cas de nouvelles sorties sur le sujet, et que vous souhaitez juste rester à jour. Vous voyez peut-être, je suis un développeur web, je suis dev front comme je pense une grosse partie d'entre vous, donc l'IA c'est pas non plus mon fort. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on utilise ce talk non pas pour regarder comment coder une IA, pour aller dans tous les détails, les formules mathématiques compliquées, etc. Mais simplement pour faire une vue d'ensemble de comment on fait ces intelligences artificielles, déconstruire le tout avec les termes les moins techniques possibles, et que si éventuellement c'est un sujet qui vous intéresse, vous puissiez ensuite avoir les outils nécessaires pour plus tard par vous-même aller regarder comment faire. Néanmoins, je vous dis qu'on va se contenter de survoler tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va simplement passer 45 minutes à rien faire. On va avoir des mathématiques, on va avoir un peu de biologie, un peu d'histoire. Donc franchement, préparez-vous, je vais quand même tenter de pas trop parler, comme ça ensuite on pourra faire le deuxième talk, aller manger les pizzas, on sera tous contents. Mais bon, déjà, avant de définir comment est-ce que l'intelligence artificielle fait pour reconnaître et créer des images, ça serait bien de connaître les outils avec lesquels on travaille. En l'occurrence, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est, au fond, une IA ? Et c'est quelque chose qui a toujours été présent en fait dans la pop culture. On a des films par exemple qui vont parler d'IA, nous montrer des intelligences artificielles capables de refuser des ordres humains, voire même capables de complètement dominer l'espèce humaine, de la réduire à un simple bétail dont elle pourra extraire les ressources. Mais d'un autre côté, on a aussi peut-être des exemples un peu plus dans la vie de tous les jours de l'intelligence artificielle, comme par exemple la sorte de petite boule qui traîne dans votre salon, et quand vous lui demandez c'était quoi la météo pour demain, qui va vous répondre le top 5 des hits de l'été. Bon, comme vous pouvez le voir, cette conférence n'est pas sponsorisée par Amazon. Si on demande déjà directement à Internet qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, Wikipédia va nous dire que l'intelligence artificielle, ou IA, est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je sais pas vous, mais moi, avec cette définition, déjà, il y a quelque chose qui me pose un peu problème. C'est le terme « simuler ». Si au fond l'intelligence artificielle se contente de faire semblant d'être une intelligence humaine, est-ce qu'on peut vraiment la considérer intelligente? Est-ce que l'intelligence n'est pas au contraire être capable de faire soi-même ses propres décisions et pas juste faire semblant? Je suis pas non plus la seule personne qui pose cette question. En 2021, Kate Crawford, une chercheuse en intelligence artificielle à Microsoft, donc pas personne quand même, a écrit que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Et dans ce cas, c'est quoi? Je vous propose qu'on, comme promis, on revienne à des cours de maths, mais on va pas non plus aller trop loin, on va rester, disons, sur des cours de maths de collège et lycée, on va parler de fonctions. Si vous vous souvenez de ces bons vieux cours de maths, on apprenait là-dedans qu'une fonction
est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre appelé image. Concrètement, on représente une fonction de la forme f de x est égal à y, et les fonctions, ça va être de la forme à que pour n'importe quel nombre x qu'on lui donne en entrée, on va obtenir un autre ou le même nombre y en sortie, mais quel que soit le x qu'on lui donne, il nous donnera toujours le même y. On ne pourra pas lui donner par exemple f de 3 et qu'une fois il nous réponde 2, une fois il nous réponde 7. Ça serait peut-être un peu la même chose avec une intelligence artificielle. Si on imaginait que l'intelligence artificielle, ou plutôt le programme qui tourne, prend en entrée une image, et qu'en sortie, il nous donne la description de cette image. On voudrait là aussi que, quand on lui donne une image, il nous réponde toujours la même chose. Si je donne à notre programme une image de chat, on voudrait qu'il nous dise toujours c'est un chat. On voudrait pas que parfois il nous dise c'est un chien, parfois c'est une paella. Donc, est-ce que là-dedans, vraiment f, c'est notre IA? Je pense que là, non plus. En fait, le f, c'est juste une formule de calcul, une suite d'opérations qui va dire ceci est un chat. Donc pour moi, au contraire, l'intelligence artificielle n'est pas f, mais c'est ce qui va permettre d'obtenir la fonction qui va s'occuper de analyser ces images. Donc on peut presque imaginer une autre définition, qui dirait qu'une intelligence artificielle est un programme capable de calculer une fonction f qui peut trouver pour n'importe quel x le résultat y attendu. Au fond, une intelligence artificielle se contente de prendre en entrée des données et en sortie de nous répondre ce qu'on voudrait qu'elle nous réponde. C'est classe comme définition. C'est moi qui l'ai écrit, c'est normal. Donc, maintenant, comment on pourrait représenter et utiliser ça? Et toujours sur nos bons vieux cours de maths, on peut représenter les fonctions comme des courbes, qu'on va utiliser ensuite pour visualiser les différentes valeurs de cette fonction. Par exemple, on va dire que si sur cette courbe, on souhaitait connaître la valeur de moins 2, on pourrait, à partir de notre axe des abscisses en bas, tracer un trait jusqu'à recouper sur notre fonction. Une fois qu'on touche la courbe de cette fonction, on le reporte sur l'axe des ordonnées, et on pourrait voir ici le résultat de notre fonction. F de moins 2 est égal à 7. Moi, ce que je vous propose de considérer, c'est que l'IA, au fond, c'est un peu la même chose. Il suffirait de trafiquer un petit peu les axes, par exemple en faisant un truc du genre, et ensuite, on pourrait directement de la même manière tracer des traits et dire, si on regarde quelle est la valeur de ce point, de cette image, du coup, je trace un trait à partir de mon image jusqu'à toucher la courbe. Une fois que je touche la courbe, je le reporte sur l'axe des ordonnées, et il va nous dire que f de cette image est chat. Donc cette image est une image de chat. Et on pourrait faire idéalement la même chose avec l'entièreté des points de notre courbe. Et voilà, je vous préviens quand même, là cette représentation c'est quand même quelque chose qui est ultra simplifié. Aujourd'hui on va pas simplement avoir des IA qui vont nous dire c'est une image de chat. Elles vont être capables de nous donner des degrés de précision tels qu'elles vont nous dire c'est une image d'un arbre sur le flanc d'une montagne, on a une rivière qui est en contrebas avec il est environ 18h, etc. Donc c'est souvent des graphiques qui vont pas être simplement en 2 dimensions mais en beaucoup plus, voire même plus que 4 dimensions. Mais moi ça me donne mal à la tête, j'ai beau avoir fait spé et maths, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, je pense que vous non plus, donc je vous propose qu'on avance, on va quand même réutiliser ce système en 2D qui est un peu plus simple tout à l'heure, donc gardez-le dans un coin de votre tête. Bon, et maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était une IA, je vous propose qu'on fasse un petit peu d'histoire, pour comprendre comment fait une IA pour reconnaître des images, et ensuite pour en créer, ça serait bien de commencer au tout début pour voir comment les premières IA faisaient ça, et ensuite de doucement remonter, voir quels étaient leurs problèmes, comment est-ce qu'elles ont été améliorées, pour au final réussir à avoir quelque chose d'un peu plus simple à comprendre. Et donc pour ça, remontons dans le temps jusqu'au tout début des travaux sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, commençons par une question. On est au Lyon.js. Je pense que beaucoup d'entre vous, si ce n'est pas tout le monde, vit à Lyon, et du coup a peut-être déjà entendu parler de notre bon vieil ami, le métro B. Si vous vous souvenez, il a été automatisé il y a peu, et ils ont rajouté des petits écrans au-dessus des portes qui mettent de temps en temps des questions de culture, des programmes de la semaine ou je sais pas quoi. Et quand j'ai écrit ces diapositives, il y avait une question qui était en train de tourner là-bas, où je m'étais dit ça serait sympa de la mettre ici, qui disait « Alors, à votre avis, de quand datent les premières recherches sur l'intelligence artificielle ?»
Est-ce que selon vous, ça date de 1950, de 1970 ou de 1990? Qui pense A? Qui pense B? Et qui pense C? Eh bien, vous avez raison pour une grosse partie, c'est la réponse A. Mais trop bien, comme on dirait. Pour être exact, les recherches sur l'intelligence artificielle ont vraiment commencé un petit peu avant que 1950, avec le très fameux Alan Turing et sa machine Enigma, qui avait pour but de décrypter les communications radio des Allemands. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait là-dessus il y a quelques années, que je vous conseille vraiment d'aller voir, qui était super bien. Mais là, c'était vraiment que de l'intelligence artificielle sur du texte, sur des maths, et l'intelligence artificielle sur les images n'a été véritablement arrivée qu'un peu plus tard, avec Frank Rosenblatt, un psychologue mathématicien et scientifique, qui a posé les bases de la toute première intelligence de reconnaissance d'image, le perceptron, en 1957. Mais même là, le perceptron avait déjà été imaginé encore avant par deux scientifiques, Warren McCulloch et Walter Pitts, qui avaient imaginé le système dès 1943. C'est simplement qu'au moment où ils ont supposé que ça fonctionnerait, que ça permettrait à du code de automatiquement reconnaître des images, ils n'avaient pas les moyens techniques nécessaires pour réussir à le faire. Je vous propose donc qu'on regarde comment est-ce que cette toute première itération d'intelligence artificielle pour reconnaître l'image fonctionnait, le perceptron. Et pour ça, on pourrait peut-être tenter d'en faire nous-mêmes vite fait, en faisant une intelligence artificielle qui serait capable de différencier une lettre C d'une lettre D. En se basant toujours sur notre bon vieux système de fonctions, on pourrait donc imaginer que ce serait un code qui prendrait en entrée une image, représentant soit un C, soit un D, et on pourrait dire que ce code, il va nous renvoyer une valeur plus grande que 0 s'il pense qu'on a un C, et plus petite que 0 s'il pense qu'on a un D. Maintenant, il nous manque juste des images. Et bien prenons par exemple cette image de C, une image de 5 par 5 pixels, et ce serait bien à partir de là que notre programme soit capable d'obtenir un nombre pour pouvoir nous dire si c'est un C ou un D. Pour transformer cette image en nombre, ce qu'on peut faire, c'est attribuer à chaque pixel une valeur selon s'il est blanc ou noir. On pourrait dire par exemple que tous les pixels blancs ont la valeur -1 et tous les pixels noirs ont la valeur 1. Et ensuite, on pourrait dire que notre programme se contente d'additionner tous les pixels, d'obtenir une valeur et de dire bah voilà, c'est ta réponse. Sauf que là, avec ce système, il va nous dire une valeur négative. Donc pour lui, selon le dictionnaire qu'on a fait tout à l'heure, il va nous dire bah c'est un D. C'est pas quelque chose qu'on veut. Il faudrait qu'on trouve un moyen donc de pouvoir modifier et apprendre ce système de calcul. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est attribuer à chacun des pixels de notre image un petit poids. Ce poids multiplierait la valeur de notre case et nous permettrait de modifier à la volée qui est le résultat qu'on est en train d'obtenir, comme autant de petits leviers qu'on règle pour pouvoir finalement avoir quelque chose qui nous va. Là par exemple, on a un résultat négatif alors qu'on voudrait avoir un résultat positif. Donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer le poids de toutes les cases négatives, augmenter le poids de toutes les cases positives, comme ça on va se rapprocher du résultat attendu. C'est toujours pas le bon résultat, donc on va à nouveau modifier nos leviers en diminuant le poids des cases négatives et augmentant le poids des cases positives, et on va continuer jusqu'à avoir quelque chose qui nous va. Là, on est donc en train, à partir de notre image, d'avoir nos 25 pixels, chacun avec nos petits leviers pour obtenir un résultat. Et ces petits leviers, dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des neurones. Donc là, on a 25 neurones sur une seule couche que nous sommes en train de modifier pour obtenir notre résultat final. On va donc continuer comme ça, encore et encore et encore. On va passer à l'image suivante, on va obtenir une image 2D. L'image 2D va nous donner une valeur négative, c'est ce qu'on veut, donc il ne va pas modifier les poids. Si en revanche, on avait eu un exemple avec un D et où il aurait obtenu un résultat positif, il aurait fait le processus inverse. C'est-à-dire qu'il aurait diminué le poids de toutes les cases positives et augmenté le poids de toutes les cases négatives. Et il aurait donc fait ça avec les C, avec les D, encore et encore et encore. Là, ce qui se passe, c'est on a sur un graphique notre courbe qui représente le système de calcul qu'on utilise actuellement. Et on est en train de regarder la valeur de 2 points sur cette courbe. On a commencé en regardant la valeur de notre C, qui obtenait un résultat négatif, qui n'était pas quelque chose qu'on voulait. On a donc tenté, depuis la courbe de notre code, on a tenté de pousser cette courbe sur le côté, jusqu'à arriver à un moment où notre C soit positif,
mais sans non plus trop la pousser pour que le dé ne soit pas aussi positif. Donc, avec ce système de poids, on continue nos itérations, jusqu'à arriver à un moment où on est capable d'avoir un résultat positif pour les C et un résultat négatif pour les D. Et là, tout va bien. C'est génial. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer maintenant ? Ce qui pourrait mal se passer, c'est que jusqu'à maintenant, on a testé avec un seul exemple. On a uniquement testé avec cette image de C. Mais on ne va pas coder un truc qui reconnaît un exemple pour ensuite lui demander de tester le même exemple. On va donc maintenant demander à notre intelligence artificielle de regarder qu'est-ce qui se passe pour une autre image de C. Pas de bol, si on fait tourner notre code actuel sur cette image de C, on va obtenir un résultat négatif. Donc il va nous répondre avec la plus grande sérénité, c'est un D. Même chose si on tente de tester avec un C qui est simplement autre part dans l'image. Là aussi, ce système de poids qu'on a actuellement, il va nous dire c'est un D. Là, ce qui vient de se passer, c'est dans notre exemple de courbe, on a rajouté un troisième point. C'est une représentation abstraite, donc les points ne sont pas vraiment plus à droite, plus à gauche que sur un vrai graphique. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre code n'a pas réussi à trouver un moyen de, à partir de la droite qu'il avait déjà établie, le faire passer avec la valeur de notre deuxième C positive. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de transformer sa droite en une courbe, pour pouvoir à la fois avoir nos deux C positifs et notre D négatif. Et tout va bien, mais là, peut-être que ceux qui sont les meilleurs d'entre vous en maths ont commencé à avoir un petit peu peur. Si vous vous souvenez, toujours ces bons vieux cours de maths, on a la représentation d'une fonction qui peut passer par un certain nombre de points. Lorsqu'elle va passer par 2 points, ça va être une fonction de la forme ax plus b. Dès qu'on va vouloir la faire passer par 3 points, en revanche, ça va se transformer en ax carré plus bx plus c. Et à chaque point qu'on va vouloir rajouter, on va augmenter d'un niveau la complexité de la fonction qui doit passer par tous ces points. Donc un quatrième point, on va avoir quelque chose de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Et à chaque fois qu'on va rajouter un point, on va encore allonger tout ça. Mais en plus, la courbe va commencer à monter et à descendre à toute vitesse et à atteindre des sommets absolument improbables. Donc par exemple, dès qu'on commence à avoir beaucoup de points, on va avoir quelque chose qui va monter très très vite à plus l'infini, avant de redescendre tout aussi vite à moins l'infini en attrapant au passage le petit point que vous lui aviez mis là. Et ça va être quelque chose d'absolument impossible à réutiliser pour, depuis le graphique, déduire la valeur de moins 8. Ou, dans notre exemple, déduire quelle est cette image. Là en fait, notre intelligence artificielle, c'est un petit peu un gamin qui a trop bien appris son cours d'anglais. Il a retenu parfaitement toutes les formules de politesse qu'on lui a données, mais il ne les a pas comprises. Donc, autant quand on lui demande de réciter son cours, il peut le faire sans la moindre erreur, autant quand on lui demande de le réutiliser dans le contexte, il est incapable. C'était un problème dont les scientifiques se sont rendus assez vite compte, et ils ont imaginé quelques solutions pour ça. La solution la plus commune aujourd'hui est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Le but de la marge d'erreur, c'est d'autoriser une intelligence artificielle à pas donner exactement le résultat qu'on voudrait qu'elle donne, mais la place à le donner à peu près pour pouvoir retrouver la tendance des exemples. Il faut que cette marge d'erreur soit tout juste bien calibrée, qu'elle soit pas trop haute, parce que sinon il va complètement ignorer les exemples et donner un résultat absolument improbable, mais pas trop basse non plus, parce que sinon il va au contraire beaucoup trop se fier aux exemples et on va avoir l'exacte situation qu'on avait à l'instant. Il y a quelques moyens de calculer cette marge d'erreur, notamment le plus commun étant la fonction de calcul de coût, qui va tenter de mettre en équilibre à la fois la modification qu'il faut apporter à nos différents neurones pour arriver à la valeur de notre nouvel exemple, et à la fois l'écart qu'on a entre le résultat qu'on obtient actuellement et le futur exemple. En gros, il ne va pas falloir trop modifier notre code pour copier-coller parfaitement le nouvel exemple, parce que sinon on va oublier ce qu'on a déjà, ou au contraire, on va trop se rapporter à ce qu'on a et pas à la tendance. Mais au contraire, il faut un petit peu le modifier, parce que sinon, ça sert à rien de tenter d'apprendre si on n'apprend rien. Voilà, ça c'est tout ce qui est le système de marge d'erreur. Il y a des formules mathématiques qui permettent de l'obtenir. Il y a aussi encore des représentations en beaucoup trop de dimensions pour mon petit cerveau. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas. Les scientifiques ont très vite imaginé d'autres systèmes qui permettaient, de façon un peu plus simple, de gérer ce problème. Avec, en 1960, l'extracteur de caractéristiques, qui représente la base de ce qu'ils ont appelé l'apprentissage par minimisation. Comment ça marche ? Voici une image de chat.
On sait que c'est une image de chat parce qu'elle a deux oreilles très choupies, parce que ce chat a deux yeux avec lesquels en général il tente de nous juger, un nez où moi j'ai juste envie de faire boop, et en général pas plus de 4 pattes. Voici une image de paella. On sait que c'est de la paella parce que il y a des moules, il y a des crevettes, il y a du riz, c'est de la paella, je vous apprends rien. En fait, là ce qu'on vient de voir à l'instant, c'était tout le principe de l'extracteur de caractéristiques. Si on reprend nos lettres de C et de D et qu'on décide de zoomer un peu dessus, on va se rendre compte que eux aussi, ils présentent quelques caractéristiques. Par exemple, notre C, à droite, en haut et en bas, il va présenter deux fins de ligne, et au milieu gauche, il va avoir un creux. De la même manière, notre D, sur la gauche, il va avoir un angle droit en haut et en bas, un trait vertical sur tout le côté gauche, et au milieu droite, il va avoir un creux. Donc, plutôt que de demander à notre intelligence artificielle de chercher l'entièreté de ce qu'on l'a entraîné à chercher, il faudrait qu'on lui demande à la place de chercher ces différentes caractéristiques. Plutôt que de chercher l'entièreté du C, cherche est-ce que là-dedans tu as deux fins de ligne en haut, en bas, à droite, et est-ce que tu as un creux au milieu gauche. Donc là, on aurait plein de sous-petites intelligences artificielles qui s'occuperaient de chercher tout ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui, on se rend compte, a été à moitié fait sur notre perceptron, parce que si on regarde le système de poids qu'il avait établi, il avait lui aussi remarqué que certaines zones étaient particulièrement importantes. Il avait attribué un poids élevé en se disant, en fait, si ces points ils sont noirs, c'est très probablement un C, si ces points ils sont blancs, c'est très probablement un D. Donc, avec ces différentes sous-IA qui vont se charger de retrouver ces caractéristiques, on va pouvoir là aussi ajouter des poids ou des petits leviers pour pouvoir les influencer, et multiplier donc les différentes valeurs de nos pixels d'image et leur poids par la présence ou non de ces caractéristiques et leur poids pour atteindre le résultat final. Et vous voyez là ces différentes couches de neurones qu'on a ici. On peut dire que c'est quelque chose de profond. C'est du deep learning. Le deep learning, c'est le principe d'avoir comme ça plusieurs couches de neurones qui se succèdent les unes après les autres. Et ce système d'extracteur de caractéristiques, il est absolument incroyable. Pour vous donner une idée seulement de à quel point il est révolutionnaire, ImageNet est un service d'image en ligne qui est une immense base de données d'images et organisait jusqu'en 2016 assez souvent chaque année même, des concours de reconnaissance d'images qui nommaient l'ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge ou ILSVRC. Le principe était de demander à des gens dans le monde de donner des intelligences artificielles qui étiqueteraient des images, et le gagnant était celui qui arriverait avec le plus de précision à étiqueter le plus d'images possible. Et bien jusqu'en 2011, c'était encore un extracteur de caractéristiques qui réussissait à gagner, avec seulement 25% d'erreurs. Ce qui était le mieux qu'on avait à l'époque, ce qui était déjà incroyable pour l'époque. Mais même comme ça, il présentait quelques problèmes, cet extracteur de caractéristiques. Le principal problème, c'est cette détection des caractéristiques, justement. Parce que là, nous, on est capable de, juste en regardant nos lettres, de savoir qu'est-ce qui les compose, quelles sont ces caractéristiques. Mais un robot, lui, a aucune idée de comment il doit faire pour aller les détecter. Donc, pour ces intelligences artificielles jusqu'en 2011, il y avait un humain qui devait être derrière, et difficilement coder la détection de chacune de ces caractéristiques. Regardez, je veux trouver un vase. Est-ce qu'un vase, ça va être quelque chose qui va avoir un embout en bout? Est-ce que ça va être de quelle couleur? Ça va présenter quelle courbure? Etc. etc. Et même en arrivant à faire des systèmes un petit peu intelligents, on va quand même avoir des problèmes. Par exemple, si vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous racontais. Là, j'ai une image de chien. Il a deux oreilles, il a deux yeux qui me jugent, j'ai envie de faire boop sur son nez, et il a en général pas plus de 4 pattes. Du coup, c'est un chat. Et même si j'arrivais à distinguer un chien d'un chat, comment je ferais pour distinguer un chien d'un muffin? Bon ok, en s'attardant un petit peu dessus, c'est quand même... on peut finir par y arriver. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème non plus pour un chien et un bout de pain. Donc c'était une tâche absolument impossible, beaucoup trop chronophage pour l'humain. Et il y a eu quelques solutions qui ont tenté d'être trouvées. La principale solution qui a porté assez longtemps ses fruits était l'instance-based learning. Le principe était très simple. Au lieu de tenter de rechercher un système de caractéristiques, peut-être qu'on est parti dans la mauvaise direction. Et à la place, il faudrait simplement reconnaître tous les exemples qu'on a reçus. Donc,
pour chacun des exemples avec lesquels notre IA a été entraînée, est-ce qu'il y avait un pixel de la même couleur que ce qu'on est en train de regarder? Donc, dans la détection d'un C, est-ce qu'on a déjà vu une image d'un C, ou d'un D, ou d'un E, ou je sais pas quoi, qui avait un pixel de la même couleur à cet endroit? Mais il présente un gros problème, cet algorithme, c'est que sa deuxième couche de neurones a une taille qui est égale au nombre d'exemples avec lequel elle s'est entraînée. Et c'était pas quelque chose qui posait problème au début des années 2000, mais je pense que vous le savez, on a eu, surtout ces dernières années, une explosion incroyable de la bande passante sur Internet, de l'accès à Internet dans le monde, et du coup de la quantité d'images qu'on peut trouver. Rien que la quantité de C différents qu'on peut avoir. Il suffit, je sais pas, d'aller sur Google et de taper une recherche absolument stupide, comme des oignons avec des lunettes de soleil, et vous allez avoir des tonnes et des tonnes de résultats. Du coup, c'est un système qui a été très vite abandonné parce que il était beaucoup trop consommateur en ressources et on s'est mis à trouver d'autres systèmes bien plus performants. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'année est 2012. Et comme chaque année depuis un moment maintenant, ImageNet lance un nouveau concours de reconnaissance d'image. Comme je vous disais, en 2011, le record était de 25% d'erreurs. Mais là, on a un nouveau petit programme qui arrive et qui écrase absolument tous les records avec seulement 16% d'erreurs. Et pour vous donner une idée à quel point est-ce qu'il a très très vite évolué, en 2016, ImageNet a complètement stoppé son concours, expliquant qu'il ne servait plus à rien, car les vainqueurs se battaient sur des dixièmes de pourcent, ils étaient tous à plus de 99% de réussite. Et cette petite pépite qui a fait que la reconnaissance d'image a absolument explosé, c'est le Hierarchical Learning Machine, ou HLM. Et lui, il se base sur un petit principe très simple, que je pense on a tous vu au moins une fois dans nos vies, qui est la biologie de l'œil. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Vous avez réussi à remarquer que c'est une chaise parce qu'il y avait 4 pieds, parce qu'il y avait un dossier, vous avez analysé les caractéristiques, vous avez déduit que c'était une chaise, je vous apprends rien, c'est ce qu'on vient de voir. Sauf que ça, vous ne saviez pas le faire dès votre naissance. Vous avez dû, à un moment, apprendre que c'était une chaise, reconnaître les caractéristiques qui composent cette chaise, et donc savoir reconnaître des chaises. On aimerait un programme qui soit capable de faire la même chose, qui du coup, on lui donne des chaises, on lui donne des images de chaises, et qui nous dise, bah voilà ce qui compose une chaise. Comment on pourrait faire? Bah, si on décide de prendre un œil et de le disséquer, pas avec vos voisins s'il vous plaît, j'ai déjà eu des problèmes pour ça, on va remarquer que notre œil est composé de plein de petits capteurs, et chacun de ces capteurs qui va être chargé d'observer un morceau de l'image qu'on observe. Donc on va dire des pixels pour faire simple. Ensuite, ils vont regrouper ces différents pixels en caractéristiques, reconnaître que c'est une chaise, ça c'est ce qu'on a vu. Mais l'œil présente également une autre spécificité. Si on observe une image, ici par exemple d'un H, on pourrait se dire tout simplement que le capteur qui est là tout en haut, il est en train d'analyser ce pixel, que celui qui est là, il est en train d'analyser celui-là, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est pas exactement ce qui se passe. L'œil va regrouper ces différents capteurs en plein de zones, et chaque zone va être chargée d'observer elle aussi une zone de l'image. Et ces capteurs vont travailler en tandem, mais surtout, les zones vont se chevaucher entre elles. Ce qui veut dire que dans notre image ici, un même pixel est observé plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça que notre vision est bien meilleure quand on regarde quelque chose qui est en face de nous. Parce qu'on a énormément de zones de capteurs qui sont en train de regarder ce qu'on regarde, tandis qu'au contraire sur le côté, on en a beaucoup moins. Et du coup, on est beaucoup moins capable de voir ce qui se passe. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais comment je code ça? En fait, c'est assez simple. Il suffirait de faire l'exact même procédé que notre œil. Et donc, depuis notre image de H par exemple, analyser zone après zone, et faire comme ça sur l'entièreté du H. On terminerait avec plein de fragments d'images qui seraient autant de potentielles caractéristiques qui représentent notre H. On pourrait faire la même chose sur d'autres lettres, par exemple, je ne sais pas, sur un E ou sur un point d'exclamation, et on terminerait avec tout un ensemble de peut-être des caractéristiques de ces différentes lettres. Ensuite, on pourrait retourner sur l'entièreté de nos exemples, et pour chacun de ces exemples, chercher ou non la présence de ces caractéristiques sur l'image. On terminerait avec quelque chose qui nous dirait par exemple que pour les H, on aurait 85% du temps la petite forme qui est là-bas, 70% du temps on aurait un trait qui se termine et qui descend vers le bas,
On aurait assez souvent un angle droit, mais c'est assez rare qu'on aurait une ligne discontinue. Si on en a, c'est probablement que la photo a mal été prise ou qu'il y a eu un problème lors de l'impression. On pourrait faire la même chose avec d'autres lettres, par exemple avec notre E, qui là aussi nous décèlerait la présence d'éventuels creux, d'angles droits, etc., etc. Et on pourrait à partir de là donc détecter quelles sont les bonnes caractéristiques et quelles sont au contraire celles qui ont l'air d'avoir à peu près la même chance d'apparaître sur les deux et qui du coup sont pas utiles à observer. On terminerait du coup avec un dictionnaire de caractéristiques. On aurait des traits bas, des creux gauche, des creux bas, des angles droits. Et on saurait également comment est-ce qu'ils composent ces différentes lettres. On saurait que notre H, en général, il a 90% du temps deux traits bas. C'est assez rare qu'il y ait un creux gauche, il a très souvent un creux bas et il a assez souvent un angle droit. On pourrait faire la même chose avec notre E. Et du coup, on pourrait simplement utiliser ça ensuite en disant bah mon image ici, elle a deux traits bas, elle a un angle droit, elle a un creux bas, donc c'est peut-être un H. Et voilà, c'est un système, comme je vous disais, qui marche de façon absolument incroyable et qui est encore utilisé aujourd'hui pour la reconnaissance d'image. Et il peut même aller encore plus loin que ça, et c'est là tout son génie. Si on décide par exemple de l'appliquer à un mot en entier, et bien là aussi on pourrait faire l'exact même système qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on pourrait analyser fragment par fragment de notre mot, et on terminerait avec la liste des caractéristiques qui sont présentes sur ce mot, et avec leur emplacement. Et à partir de là, vu qu'on a déjà fait le dictionnaire des différentes lettres qui existent, on pourrait dire bah cette zone-là, elle m'a l'air assez propice pour avoir un H. Il y a peut-être un A parce que ça arrivait sur nos A que la ligne du haut elle s'affichait mal. Il y a peut-être un U parce que la ligne du bas elle est peut-être remontée. Mais on pense quand même que c'est très probablement un H. Même chose pour notre E, qui pourrait être un F, qui pourrait être un L, mais je suis quand même plutôt sûr que c'est un E. Et du coup, il suffirait ensuite, pour ces différentes zones, de prendre la lettre la plus probable pour apparaître dans chacune de ces zones, et on arriverait avec la composition finale de notre mot, hello. Et voilà, c'est un programme qui est absolument incroyable. Mais je vous ai parlé jusqu'à maintenant de tout ce qui était reconnaissance d'image. Mon talk s'appelle quand même aller et retour, donc je vous propose qu'on fasse la partie retour, la génération d'images. On va apprendre à notre IA à peindre. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Jusqu'à maintenant, on avait une IA qui recevait une image, qui lisait ces différents pixels pour en déduire les caractéristiques. À partir de ces caractéristiques, elle déduisait les éléments présents dans cette image pour en déduire le contenu. Il suffirait peut-être en fait de juste mettre un coup de baguette magique sur notre algorithme et de faire l'effet inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Demandons à notre IA de dessiner un hello. Notre IA est pas bête, elle sait que hello c'est composé de un H, un E, deux L, un O, un point d'exclamation. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'elle avait construit un dictionnaire des différentes caractéristiques qui composent ces lettres. Elle sait que notre H c'est deux traits verticaux, un trait horizontal et quatre angles droits. Elle sait que notre E c'est un trait vertical, trois traits horizontaux, deux angles droits, deux creux de gauche. Lorsqu'elle s'est entraînée à détecter ces différentes caractéristiques, elle sait également à quoi elles sont censées ressembler. Du coup, elle sait que notre H, au fond, c'est juste l'assemblement de ces deux traits, plus ce trait, et le tout en respectant ces quatre formes. Notre E, la même chose, c'est quatre traits qui s'assemblent en respectant ces quatre formes. Il va du coup tenter des différentes combinaisons jusqu'à réussir à assembler toutes les lettres en respectant toutes leurs caractéristiques, et on va finir par arriver avec une combinaison qui va représenter notre mot. C'est un petit peu comme si on était un renard qui tentait de demander à notre petit prince IA préféré non pas de dessiner un mouton, mais simplement de dessiner quelque chose qui avait quatre pattes, de la laine blanche, une tête, un museau, des oreilles, etc. Et notre IA serait plus que contente de s'exécuter. Bon, c'est génial tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin que l'image? Bon, je pense que je vous spoil rien, la réponse est oui. Surtout ces derniers mois, on a eu énormément de discussions sur la génération de vidéos. On a eu par exemple Gen2 qui est sorti, puis un tout petit peu après Google Research Lumière. Et encore plus récemment, on a eu OpenAI qui a annoncé la sortie de Sora. Et quand je vous dis que c'est encore plus récemment, c'est que ça datait du 15 février 2024. Mais là aussi, c'est encore quelque chose qui n'est pas entièrement au point. Pour vous donner un exemple, une des vidéos promotionnelles de Sora, on peut y voir des petits pandas qui gambadent autour de bambous. Et ça a l'air absolument adorable, absolument très bien fait.
jusqu'au moment où on tente de s'arrêter un petit peu sur les détails. Et on va très vite se rendre compte, par exemple en se focalisant sur un panda en particulier, qu'il va changer de taille au fur et à mesure de la vidéo, qu'il va avoir parfois 2 pattes, parfois 5, parfois 3, qu'il va parfois fusionner avec d'autres pandas. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est entièrement au point. Pourquoi ? En fait, c'est un peu parce que l'intelligence artificielle, elle se contente de dessiner ce qu'elle croit ressemble à des pandas. Elle a vu des vidéos de pandas, elle a vu des images de pandas, mais elle n'a pas toujours vu toutes les pattes du panda. Au final, c'est un petit peu comme un enfant. Elle ne sait pas les règles qui régissent ce monde. Elle ne sait pas que tous les pandas, ils ont 4 pattes. Donc, selon moi, s'il fallait que dans le futur, on soit capable de réussir à générer des vidéos sans problème, il faudrait qu'on ait des intelligences artificielles capables de comprendre le monde dans lequel on vit, de comprendre ces règles qui le construisent, pour à partir de là recréer une simulation de ce monde dans lequel tous les pandas ont 4 pattes, pour à partir de là simuler ce qui se passerait dans ce monde. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je tourne un petit peu ma caméra, si j'ai des bambous avec des pandas qui en sortent derrière, et à partir de là, nous sortir une vidéo de résultat final. Mais bon, je suis pas un magicien, je suis qu'un pauvre petit défendre, donc peut-être que c'est ce qui se passera dans le futur, peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, les recherches semblent surtout se diriger dans cette direction. Après, est-ce que l'IA peut tout faire ? Est-ce que l'IA, c'est la solution à tout ? Non. Le but de l'IA, comme je vous disais, c'était de simuler l'intelligence humaine. Mais elle souffre pour ça d'un gros problème. À l'heure où j'ai fait les diapos, je crois, 4e plus gros superordinateur qu'on a aujourd'hui est le Fugaku 415, qui est capable de faire jusqu'à 1 milliard de calculs par seconde pour 28 mégawatts d'énergie dépensée. Mais si on compare ça au cerveau humain que j'espère on a tous, il y a 1000 milliards de calculs par seconde pour seulement 12,6 watts de consommé en moyenne. Ce qui veut dire que comparé au plus puissant superordinateur qu'on est capable de faire, notre cerveau est 1000 fois plus puissant et consomme 2 millions de fois moins d'énergie. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on voulait avoir un code capable de simuler une intelligence humaine, en fait on en est encore très très loin, et même si on y arrivait, ça serait quelque chose qui serait pas du tout rentable d'un point de vue énergétique. Et même, assumons qu'on soit capable de le faire. Est-ce que ça veut dire que l'IA peut tout faire ? En fait, non, là non plus. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la modération de contenu avec les intelligences artificielles. Mais même là, en fait, l'IA a parfois des ratés. Par exemple, le 18 avril 2017, sur Facebook, a été postée une vidéo d'un homme en train de commettre des actes violents. Et la vidéo a mis près de 24 heures pour être détectée et supprimée par un humain. Les chercheurs, très confus, se sont penchés sur la question de pourquoi est-ce que l'IA n'avait pas réussi à reconnaître une telle vidéo. Et en fait, c'était pour une raison toute bête. C'est que, heureusement, c'est des vidéos qui aujourd'hui sont très très rares. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle ne pouvait pas s'entraîner sur ce genre de vidéos. Elle ne pouvait pas s'entraîner à les reconnaître, elle ne savait pas à quoi ça ressemblait. Donc si on veut qu'une intelligence artificielle soit capable de faire quelque chose, ou au contraire d'interdire quelque chose, il faut qu'elle sache c'est quoi ce quelque chose. Il faut qu'elle puisse s'entraîner dessus. Elle n'a pas une connaissance innée du monde, elle ne sait pas les règles du monde qui font que quelque chose est bien ou que quelque chose est mal. De la même façon que si une IA doit apprendre à conduire une voiture, elle ne saura pas ce que ça fait de tomber d'une falaise tant qu'elle n'aura pas essayé. Bon, comme je vous disais au début de cette conférence, on a surtout vu le gros de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas allé dans les détails, parce que autant c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que j'ai beaucoup aimé préparer pour cette diapositive, il y a un petit truc qui m'en empêche quand même, c'est nos bons vieux mathématiques. Et quand je vous dis qu'il y a des maths dans l'IA, c'est pas qu'un peu, il y en a partout. Néanmoins, c'est vraiment un sujet qui est super intéressant. Si ça vous a donné envie de un petit peu explorer ça, n'hésitez pas. J'ai une collègue à moi qui a fait en septembre dernier une conférence sur l'autre partie des intelligences artificielles, qui est l'étiquetage des jeux d'entraînement des intelligences artificielles. Elle s'appelle Nastasia et vous avez un QR code que vous pouvez retrouver en ligne aussi sur tout ce sujet. Vous avez sur Mediapo également une bibliographie ainsi que quelques livres que j'ai étudiés et que je vous recommande chaudement d'aller lire si le sujet vous intéresse. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Étienne? Une question. C'est bon, ça marche. J'ai vu passer la notion d'intelligence artificielle générale récemment. Et autant je connais la forte, mais ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je t'avoue que c'est pas quelque chose avec lequel je suis familier. Ok, bon, Désolé. désolé. Je garde un Une œil dessus. réponse a été Merci. apportée il y a un talk chez Effective, c'est ça, la semaine prochaine? Ok. T'as le nom de l'event ou... Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci. pour Étienne? Il y a une question. Quand tu parlais plusieurs couches de réseau de neurones, Oui. Le poids aussi, il traverse le réseau de neurones. En fait, alors, je vais aller sur la slide en question. Toc, 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 ma souris, ici. Youh. Voilà, c'est ici. Donc, en fait, chaque couche et chaque neurone de cette couche va avoir un poids complètement à part. Donc, on va avoir 25 poids différents pour notre première couche, vu qu'on avait 25 pixels sur notre image, mais on va avoir encore d'autres jeux de poids sur nos caractéristiques. Et en fait, ces deuxièmes jeux de poids vont surtout être utilisés pour influencer le résultat de est-ce que c'est un C, est-ce que c'est un D. Donc on va avoir par exemple la caractéristique C qui va avoir un fort poids si tu veux que ton C ait une valeur positive, un faible poids si tu veux que c'est une valeur négative. Mais la première couche influe sur la deuxième Oui, couche. complètement. Parce que la caractéristique d'un creux par exemple va être déterminée surtout par les pixels du milieu. Donc les pixels sur le côté vont avoir un très très faible poids pour jouer sur cette caractéristique. Ah, il y a encore une question. Au premier rang. Est-ce que du coup, tu as déjà essayé de créer ta propre IA? Alors, si tu veux, j'ai une slide qui est faite pour ça vers la fin. Celle-là, je crois. J'ai effectivement tenté de regarder les bases, etc. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour t'aider à créer ta propre IA, mais dès que tu veux aller beaucoup plus dans les détails, ça devient un enfer sans nom et j'ai très vite abandonné. Et j'enchaîne, et je finirai là-dessus. Est-ce que du coup, en partant de quelque chose d'existant, t'as pas moyen d'entraîner une IA pour faire quelque chose de plus spécifique du coup? Si c'est possible, tu as beaucoup d'exemples là-dessus en ligne de sites qui te proposeront tout ça. Une grosse partie, je crois, va être payante, mais tu as complètement moyen de faire ça. Merci. Allez, je prends la dernière question. Moi, en fait, j'avais juste une petite question. Quand tu as amené le sujet, en fait, sur du coup la génération du coup par vidéo, t'as pas trop abordé c'est quoi les différentes problématiques par rapport du coup à l'analyse en fait au niveau d'une image et ensuite l'analyse au niveau d'une vidéo et la génération d'une vidéo. Alors c'est un sujet qui est encore assez récent, donc il y a assez peu de recherches ou de documents qui ont été publiés là-dessus. T'en as qui existent quand même, surtout OpenAI qui contribue énormément à tout ça. Je t'avoue que je ne me suis pas particulièrement plongé là-dessus, je me suis surtout focalisé dans l'image. Mais de ce qu'on a pu voir, les premières tentatives de génération de vidéos, c'était générer frame par frame, et à chaque fois tenter de déduire quelle était la frame la plus probable possible. C'est ce qu'on avait par exemple il y a 1 an et demi, 2 ans, avec la vidéo de Chuck Norris mangeant des spaghettis, si tu l'as déjà vu. C'était Will Smith. Ah, c'était Will Smith. Excuse-moi. Ok. Mais donc ça, c'était les premières versions de ces générations vidéo. Aujourd'hui, ils sont en train de partir beaucoup plus sur des tentatives de cohérence, vu que c'est le principal problème de ces vidéos. On parlait tout à l'heure des pandas, justement, qui ont un problème de cohérence. Je crois avoir lu sur Twitter dont tu citais un livre de Yann Lequin, Oui. qui est Head of AI chez Meta et qui a parlé un peu de la génération de vidéos. Et c'est une personnalité assez intéressante à suivre sur les réseaux par rapport à Yann est un des créateurs du HLM, dont je parlais. Yes. Et il a été médaillé il y a genre une semaine de la Légion d'honneur par le président. Ça commence à être quelqu'un d'important dans le monde en France, mais aussi dans l'IA dans le monde entier. Complètement. Et il est assez cool à suivre sur Twitter. Il est pas bitchy, il partage des choses concrètes sur l'IA. Ah. Yes.
Yes, et ben on va te remercier, Étienne, encore une fois, on C'est peut moi qui vous l'applaudir. remercie.